Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors le PSG s'impose finalement à Old Trafford 3-1, reprend les commandes dans ce groupe et disons que l'accession au 8e de finale de Ligue des Champions est désormais en très bonne voie. Personnellement, ça m'a laissé une impression un peu mitigée. Alors d'abord un gros moment de satisfaction, quelques points vraiment très enthousiasmants de mon côté et qui m'ont rendu très heureux devant mon écran. C'est ce sur quoi on va revenir dans un premier temps. Ensuite, à nuancer avec une légère insatisfaction, frustration, pas nécessairement de l'inquiétude, mais juste un motif qu'on voit se dégager depuis quelques temps et qui je pense pourrait être, s'il était corrigé, permettrait à ce Paris Saint-Germain de véritablement atteindre la dimension supérieure. Ça, on va y revenir dans le second acte de la vidéo. Et enfin, on bouclera sur l'histoire de la seconde mi-temps, c'est-à-dire ce qui a fait véritablement tourner la rencontre, qu'est-ce qui a fait pencher la balance, et puis un petit peu aussi de projection sur la suite. Alors on commence du coup avec la bonne nouvelle, ce qui m'a beaucoup plu, c'était ce premier quart d'heure bien réussi. Alors une bonne entame de match du PSG qui s'est articulée autour de plusieurs choses, mais je dirais d'abord une animation offensive pertinente grâce au fait qu'il y avait tout simplement une bonne structure, un entrejeu bien densifié techniquement, un petit peu pas vraiment comme je le pronostiquais il y a quelques jours, mais comme je l'appelais de mes voeux en tout cas, deux milieux relayeurs techniques au lieu de Verratti et Rafinha, c'était Verratti et Paredes, mais dans l'idée c'était très bien. Alors la chose que j'avais pas nécessairement imaginé, c'était de voir Danilo Pereira reculer autant en phase de possession, c'est-à-dire véritablement décrocher entre les deux centraux, ce qui est une animation plutôt classique pour un numéro 6 en possession, pour faciliter les décalages. Par exemple, si tu as deux attaquants devant toi qui pressent les deux centraux et que tu te retrouves à 2 contre 2, bah c'est mieux d'avoir un troisième gars pour avoir un décalage, plus d'espace et faciliter cette première relance. Donc j'imaginais pas nécessairement le voir aussi bas et aussi régulièrement, mais bon, c'était plutôt une bonne idée parce que à mes yeux, Danilo Pereira, c'est pas le meilleur relanceur, c'est pas un gars qui sait bien se retourner, pas nécessairement une très forte résistance à la pression avec ballon et pas une super vision au sens du déplacement non plus, donc c'était bien limite de l'avoir un petit peu exclu de cette phase du jeu et bon, ça pouvait aussi limiter le danger en cas de perte de balle. Tu étais déjà à 3 défenseurs, tu avais une ligne bien solide derrière, mais du coup on a beaucoup vu à mes yeux sur ce premier quart d'heure. On a beaucoup vu Verratti, alors Paredes un peu moins, mais Verratti je trouve a imprimé vraiment beaucoup de contrôle sur cette rencontre, beaucoup de contrôle, pas nécessairement via des décalages, des ouvertures d'espace lumineuses. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions 9 ou 10 sur 10, mais tout simplement en touchant beaucoup de ballons et en étant un petit peu le métronome de cet entrejeu. Je crois que ça a aussi rassuré le trio de devant qui a moins ressenti le besoin de décrocher in extenso. Ça c'était quelque chose que j'ai expliqué dans la preview d'avant-rencontre, mais voilà, le fait d'avoir un Verratti dans l'entrejeu et si possible encore un autre gars technique comme un Rafinha ou un Paredes, ça permet de stabiliser le trio de devant qui ne revient pas constamment chercher le ballon. Donc voilà, j'ai trouvé globalement sur cette animation offensive des tuyaux bien alignés quelque part, une structure, une occupation rationnelle de l'espace, structure pertinente qui a permis au PSG d'imprimer vraiment beaucoup de contrôle sur la rencontre, un petit peu comme en février 2019. Ça prenait la tournure d'un PSG qui éteint le match grâce à son contrôle de la possession. Février 2019, c'était la victoire 0-2 à Old Trafford, 8e de finale aller. Et je crois que sur ce premier quart d'heure, effectivement, le PSG a 70-75% de la balle, marque un premier but grâce à une très bonne projection. Bon, voilà, c'était très réussi. Et sur la phase défensive, sur l'animation défensive aussi, mais ça m'a beaucoup plu également. Là, on était plutôt sur un 4-1-4-1, donc Danilo un petit peu plus bas pour peut-être contrôler Bruno Fernandes. Ça, c'était quelque chose qu'on expliquait aussi dans la preview d'avant-rencontre. Ça allait être une clé parce que via ses déplacements et sa capacité à dézoner sur la largeur, il peut être un danger un peu partout. Donc 4-1-4-1 qui m'a bien plu, notamment parce que, encore quelque chose sur laquelle on revenait un petit peu dans la preview d'avant-match, ça permettait d'avoir un circuit court Verratti-Neymar, donc sur la ligne de 4, les deux étaient collés à 5-6 mètres, et potentiellement un circuit court qui a pour le coup pas été très utilisé en projection, j'en ai pas un souvenir fort en tout cas, mais qui aurait pu. Et bon, globalement sur cette animation, je l'ai trouvée cohérente, c'est-à-dire une bonne structure, bonne occupation de l'espace, mais aussi
aussi pertinente parce qu'elle se calquait bien sur celle de l'adversaire, c'est-à-dire que, un peu comme au match aller où United avait posé beaucoup de problèmes avec son trio sur le trio du Paris Saint-Germain, bah là on avait Verratti et Paredes qui contenaient bien McTominay et Fred, parce que Manchester United était en 4-2-3-1 et du coup pour sa propre phase de relance, bah, avait pas mal besoin de passer par ces deux gars-là, qui étaient ces deux milieux défensifs / relayeurs. Verratti, Paredes calqués sur les deux, on le voit bien sur cette image par exemple, bah, ça a été très utile. Donc ça c'était très bien, ça m'a beaucoup plu, et puis bonus, ça s'est concrétisé par un but, quand même, c'est le plus important, et en plus ça, tout ça c'était très raccord avec ce qu'on avait pronostiqué. J'imaginais un PSG qui rentrait vite, fort dans le match, et qui marquait très très vite, en premier, c'était ça mon prono pour le match. Ça s'est produit, même si après c'est un peu de réussite, il faut convertir l'occasion, mais ça s'est produit. Qu'est-ce qui a fait ensuite que ça a tourné dans l'autre sens et que progressivement, on a senti ce PSG décliner, avoir de moins en moins de contrôle sur le ballon et sur le match, et voilà, tout simplement être moins séduisant en phase de possession et sans possession. Alors, pour moi, ça s'articule principalement autour d'une chose, même s'il y a d'autres facteurs, mais principalement autour d'une chose, c'est une qualité mentale trop fluctuante, et j'ai trouvé que malgré ce quart d'heure bien réussi, dès qu'il y a eu cette péripétie, cet événement, l'imbroglio autour de Fred, son tête-à-tête avec Paredes, etc., bon, je suis totalement d'accord pour dire que Fred doit être exclu, il l'a été finalement, mais il doit être exclu au moins 2 fois sur cette rencontre. Il y a ça, il y a le pied, la semelle qui reste sur un choc entre 2 joueurs, il doit être exclu, mais pour moi le PSG doit pas chercher ce genre de situation, l'action du tête contre tête, je veux dire c'est quelque chose que Paredes fait pour faire sortir Fred de son match, grosso modo, le faire sortir même du terrain littéralement, mais pour moi c'est se répandre dans des péripéties et des événements qui sont hors jeu littéralement, et qui sont vraiment pas nécessaires, parce que quand l'approche d'une équipe est pertinente, quand elle joue bien, pour moi, elle a une responsabilité, c'est extraire le maximum de valeur de ces temps forts. Là, le PSG était dans une bonne phase. Le PSG avait fait un premier quart d'heure où il roulait sur Manchester United, où il aurait pu concrétiser son avantage par encore plus de buts, se mettre à l'abri. Et pour moi, c'est là qu'on voit l'hétérogénéité de la qualité mentale du Paris Saint-Germain, qui est à la fois une équipe que je trouve forte mentalement sur plusieurs situations, c'est-à-dire sur leur capacité à rebondir dos au mur. Ils conservent une grande part de confiance, voilà, dans ces positions challenger, un peu chasseur. Ça, c'est quelque chose que j'évoquais au moment de leur défaite contre Leipzig, la 3e journée. C'est quelque chose que je pressentais, leur capacité à rebondir lorsque dos au mur. Tout ça, je trouve qu'ils prouvent qu'ils sont une équipe avec une forte qualité mentale. Mais ensuite, là où ils ont de très très grosses lacunes pour moi, c'est au niveau de la concentration et leur capacité à se saborder un match tout seul en sortant de la rencontre. Pour moi, c'est vraiment dommage de dilapider tes temps forts, comme ça, de ne pas en profiter davantage. Et parce que après ce moment de flottement qui a duré finalement longtemps, parce que il y a cette altercation Fred-Paredes, mais ensuite il y a aussi tout ce jeu Neymar, Scott McTominay, les fautes, ils se relèvent, ça discute, et finalement on perd 10-15 minutes comme ça, où le PSG arrive pas à sanctionner davantage son avantage et à marquer davantage de buts, à s'écarter de son adversaire, alors qu'il y avait largement la place pour profiter de ces temps forts. Ça semble être la règle dans beaucoup de jeux et beaucoup de sports. Le PSG n'a pas su le faire, et le PSG aurait pu le payer bien plus cher si les événements n'avaient pas tourné en sa faveur en seconde période. Donc pour moi, c'était vraiment le gros point noir, le gros point négatif, et la chose qui nuance assez significativement quand même l'éclaircie de cette première période. Après, il faut dire qu'il n'y a pas que ça non plus, il y a d'autres éléments de terrain, on ne va pas tous les évoquer, mais on peut dire quand même qu'au bout d'une demi-heure, Verratti commençait déjà à disparaître de manière assez nette. On évoquait en avant-match le risque d'un déclin physique. En l'occurrence, celui-ci arrivait encore plus vite que ce que j'anticipais. Et c'est sûr que quand on voit plus Verratti au bout de 30-35 minutes, ou beaucoup moins que sur le premier quart d'heure, ça a un impact très très fort sur la capacité du PSG à contrôler le match et à se créer des situations. Alors du coup, tout ça, ça fait 1 partout à la mi-temps. Pourtant, le match termine à 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui a fait que cette rencontre a penché dans le sens du PSG? Moi, je pense qu'on peut invoquer 2 arguments majeurs et qui sont pas extrêmement compliqués. La première, c'est tout simplement que le foot, c'est un sport où il faut convertir ses occasions. United ne l'a pas fait. Les occasions de Martial et de Cavani sont celles qui ressortent le plus. Il y en a d'autres. Le PSG, lui, l'a fait, et c'est plutôt cohérent avec ce qu'on lit quand on regarde le tableau statistique. 12 tirs chacun,
je crois 6 cadrés pour Paris, 5 pour Manchester. Niveau expected goals, quasiment pareil aussi, 2 et 2, je crois 2,05 pour le PSG, 1,85 pour United. Donc voilà, sur la création d'occasions, sur la capacité à se créer des situations, c'était assez égal, mais il y a une équipe qui les a marqués, l'autre non. C'est surtout là-dessus que ça tourne. Et puis le deuxième grand corpus d'arguments à mobiliser pour expliquer le fait que ce match a penché en faveur du PSG, c'est sans doute des changements tout simplement plus pertinents du côté de Thomas Tuchel que du côté d'Ole Gunnar Solskjaer. Faire rester Fred, laisser Fred sur le terrain alors qu'il semble destiné depuis un bon moment maintenant à ne pas finir la rencontre, ça peut être apparenté à un coaching, à un mauvais coaching, alors que de l'autre côté, le double changement Bakker-Herrera sur lequel je m'interrogeais pas mal au moment où il a été effectué, en fait a apporté beaucoup d'équilibre, notamment sur la largeur. Les projections de Bakker ont fait du bien, ont permis de se créer encore plus de situations. Herrera pas trop mal aussi, bref, des changements pertinents qui ont inversé le cours du match. Peut-être que d'ailleurs ça peut nous interroger sur la viabilité d'un système avec Neymar et Mbappé 2 pointes, un 5-3-2 ou 3-5-2 où les deux seraient en pointe. Ça pourrait contrecarrer certaines de leurs faiblesses, c'est-à-dire leur capacité à décrocher souvent en phase offensive et pas très souvent en phase défensive. Donc il y a peut-être du potentiel dans cette animation, mais voilà, les occasions qui tournent d'un côté, pas de l'autre, des changements efficaces de l'entraîneur et pas de l'autre, ça me semble être les éléments qui ont fait pencher la rencontre dans le sens du Paris Saint-Germain, et c'est une très très bonne nouvelle à la fois pour le club, pour le foot français. Personnellement, je m'en réjouis. Donc voilà en gros pour ce débrief, on va en rester là pour aujourd'hui. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vais vous mettre quelques liens en description. D'abord le premier, c'est la vidéo que j'avais faite pour previewer cette rencontre. Si vous l'avez vue, vous savez de quoi je parle, mais je pense que l'analyse qu'on avait fait de la physionomie potentielle était assez proche de ce qu'on a vu in fine. Alors pas nécessairement l'aboutissement, même si le PSG a effectivement marqué vite et marqué en premier, il n'y a pas eu de match nul, mais à la fois sur le déclin physique, sur l'équilibre des forces, sur la capacité à créer du contrôle, en tout cas sur ce premier quart d'heure, je trouvais que c'était assez proche. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre aussi mon intervention de lundi dans l'émission Hors-jeu de Bruce et Braque, que vous connaissez peut-être. Personnellement, c'était un vrai plaisir d'y être parce que c'est des gars que je connais, en tout cas que je suis depuis un moment, même avant que je crée la chaîne, etc. J'en parle un petit peu. Donc si vous avez raté ça, je vous le mettrai également. Et puis enfin, le sponsor de cette vidéo, si ce maillot vous plaît, que vous voulez en trouver d'autres de ce type, là aussi, je vous mettrai un petit lien en description ou en commentaire. Donc voilà en gros pour cette conclusion. J'espère encore que tout ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour la prochaine, d'ici quelques jours. Je sais pas si j'aurai le temps de faire cette fameuse très très grande vidéo samedi, c'est pas sûr, mais elle arrivera avant les vacances de Noël, promis, la meilleure vidéo de l'histoire de la chaîne potentielle, elle arrive avant les vacances de Noël et je vous tiendrai au courant de tout ça sur Twitter. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour ça et pour d'autres aventures. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite, bisous.